Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, les conférences que je donne un peu partout, j'essaie toujours un peu de faire la même chose. C'est-à-dire de vous rappeler que, premièrement, la photo est un art. Qu'un art se sert de la manière suivante, en suivant sa propre intention, sa propre inclinaison, sa propre volonté. Pas celle des autres, pas celle de la société, pas celle des codes, pas celle des registres et des méthodes de travail. L'art, c'est quelque chose que vous avez au cœur de votre âme. Tous, chacun d'entre vous, vous êtes juste exceptionnels et magnifiques parce que c'est la première fois dans toute l'histoire du cosmos que vous, que toi, vous existez. Et votre regard, votre singularité, votre histoire, elle est unique. Et donc votre langage, votre voix, ce que vous allez dire au monde est aussi unique. Si vous essayez de faire la même chose que les autres, vous oubliez ce qui compte le plus. C'est que la photographie est un mode d'expression. C'est-à-dire un moyen que vous avez ou que vous allez essayer d'avoir pour parler. Et pour dire quelque chose que vous ne pouvez pas dire avec d'autres méthodes que la photo. On peut dire « je t'aime ». On peut dire « je te quitte ». C'est facile à dire. Mais essayez de parler d'un espoir, d'une lumière, d'une couleur qui arrive lorsque le soir se couche, qu'il y a des nuages, que cette journée a été difficile parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle. Ça, on ne peut pas l'écrire avec des mots, ou alors il faut écrire un long roman. Mais on peut le dire en une photo. Et ce que je vais essayer de vous raconter dans cette conférence, c'est comment faire pour le dire. Et comment le dire d'une manière différente de ce qu'on veut. On ne peut pas éteindre ça, c'est insupportable. Ça clignote. Ça là, c'est ça qu'il faut éteindre surtout. Excusez-moi. Je suis très sensible à la lumière, en fait, c'est un de mes grands défauts. Ce qui compte, allez, on va prendre une métaphore que vous connaissez tous. Lorsque Vincent van Gogh est venu s'installer à Saint-Gilles et qu'il a peint au-dessus de Saint-Gilles les étoiles de toutes les couleurs et de toutes les formes comme des grandes galaxies qui explosent, personne avant lui n'avait fait ça. Même pas les Japonais qui pourtant faisaient des choses très intéressantes. Personne n'avait fait ça. Et aucun peintre de l'époque académique n'a reconnu que c'était une merveille, une rupture radicale dans l'histoire de la peinture. Et si il y avait eu quelqu'un qui disait la peinture c'est telle ou telle chose, et que Van Gogh l'avait écouté, mais il n'aurait jamais fait ça. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est que la photographie n'est pas un ensemble de règles vaguement héritées du passé. La photographie, en revanche, est un ensemble de lois de la physique. Alors, donc je vais essayer de casser des choses, et je vais me faire beaucoup d'ennemis dans cette conférence, comme dans toutes mes conférences. Tous ceux qui croient que le matériel est la chose ultime, tous ceux qui croient en la règle des tiers, tous ceux qui croient que l'hybride est un progrès par rapport aux appareils photo d'avant, tous les nikonistes, vous n'allez pas m'aimer. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Allez, on commence. Alors on va faire un petit voyage et je vais vous raconter notre histoire à tous. Naguère, il y a très longtemps, sur la Terre originelle, lorsque l'humanité a commencé à immerger des forêts primitives, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de pont. Et nous allions tous, partout, au gré de nos envies sur la planète. Les seules choses qui nous empêchaient d'avancer, c'était les rivières, les montagnes, les océans. Mais nous allions à droite, à gauche, partout où nous voulions. Et c'était un moment juste extraordinaire parce que nous allions au bout de notre volonté. De telle façon que toute l'humanité a colonisé la totalité de la planète, du cercle polaire arctique jusqu'au sud du Chili. Nous sommes allés partout. Cette époque-là, c'était une époque de grande liberté, c'est la première photo. C'est l'histoire de celui qui marche. On va lentement, mais on va partout. Et puis est arrivée la civilisation avec les routes, les ponts et les voitures. Et
lorsqu'on est en voiture, on peut aller partout, très vite, mais il faut une route sous les roues de sa voiture. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas tourner. Et on ne peut aller que dans les endroits où il y a des routes. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, ne vous inquiétez pas. On va venir à la photo dans 2 minutes. Et puis est venue l'heure des trains, des rails. On part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Lorsqu'on est dans le wagon, c'est quelqu'un d'autre qui conduit à votre place. Et vous n'allez qu'à l'endroit qui est décidé par ceux qui ont mis en place le train ou qui le conduisent. Eh bien, en fait, c'est exactement ce que nous vivons en photographie aujourd'hui, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce soir. L'histoire de mon hominidé qui traverse la planète en allant où il veut, c'est la première image. C'est ce que j'appelle la photographie consciente, c'est-à-dire le fait d'aller où on veut, d'utiliser son appareil photo dans le but d'en faire quelque chose et de servir une intention. La deuxième chose, c'est-à-dire la limitation qu'on peut avoir quand on conduit une voiture et qu'on ne peut tourner à droite ou à gauche que s'il y a une route, sinon on va dans le fossé, eh bien c'est probablement votre utilisation à tous de l'appareil photo. Vous utilisez l'appareil photo comme vous le souhaitez, mais avec des limitations. Certaines lumières sont difficiles à faire apparaître, certains focus sont compliqués. Et la dernière étape, c'est celle des machines. C'est celle où la machine décide à notre place. C'est ce que vous faites quand vous utilisez votre smartphone et que vous photographiez avec. Le smartphone décide à votre place. Eh bien, en fait, c'est exactement le basculement historique qui s'est passé entre la photographie de ses origines jusqu'au début du numérique, où nous pouvions aller où nous voulions, même si c'était difficile en photographie. Puis est venue l'ère de la numérisation et de l'électronique, qui nous a amené plus vite et mieux à certains endroits, mais avec certaines limitations. Et puis, enfin, la période que nous vivons aujourd'hui, celle des appareils photo automatisés, des gadgets électroniques, des suivis des yeux qui décident à votre place des endroits où la mise au point va se faire, et des smartphones. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Vous allez voir que, en fait, je considère que si on veut faire de la photographie de manière consciente, il faut qu'on se rappelle qu'il y a eu une époque où nous pouvions aller où nous voulions avec notre appareil photo et faire apparaître exactement les images que nous voulions. C'est cette petite histoire qu'on va commencer à raconter. Et donc, je vais vous parler de ce que devrait, à mes yeux, alors évidemment, tout ce que je vous dis n'engage que moi. Je ne détiens aucun savoir universel, je me trompe probablement sur plein de choses. Je vais vous expliquer ce en quoi, moi, personnellement, je crois. Et je vais vous expliquer ce que je pense que devrait être la photographie. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle doit être. Attention. Ce que devrait être la photographie, c'est ce que je vous ai dit en préambule. Il y a des tas de moments dans votre vie où vous êtes seul face à vous-même. Vous savez, ces moments où il n'y a pas de bruit, tout le monde est parti de la maison, il y a du silence, et vous vous posez les vraies questions. Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce que j'ai raison de rester avec mon mari ou avec ma femme? Est-ce que je ne devrais pas changer de métier? Les vraies questions, celles qu'on ne se pose jamais parce qu'on est entraîné dans la vraie vie. Hein, la routine, le travail, les enfants, les courses, les impôts. On oublie ce qui compte. Et ce qui compte, c'est ce que vous vivez en ce moment. Enfin, pas en ce moment avec moi, mais en ce moment quand vous faites de la photographie. C'est ce moment où vous avez enfin un moyen d'expression, un moyen pour parler à tous. Et en plus, vous êtes en 2025, on peut parler à la Terre entière avec une image. Une image que vous allez faire maintenant, elle peut être vue au Japon dans 10 minutes. C'est une ère extraordinaire. Mais si on regarde Instagram, par exemple, et qu'on y regarde... Alors, il y a des petits fils Instagram, vous savez, ils s'amusent à faire des collections d'images. Et toutes les photos se ressemblent sur Instagram. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche à plaire, mais cherche à plaire pas à soi-même, mais aux autres. Vous savez, c'est comme à la cantine. Si je veux que tout le monde mange le couscous que j'ai fait, j'ai intérêt à ne pas mettre trop de piment dedans. Parce que si je mets trop de piment dans mon couscous, il y a les 2 tiers des gens qui vont dire « Nathalie,
il n'était pas mauvais ton couscous, mais il était trop pimenté. Si je veux plaire à tout le monde, ben, j'ai intérêt à faire un couscous pas trop pimenté. Un couscous sans trop de goût. Eh bien, c'est ça la photographie actuelle. Alors, je ne parle pas de vous en général, mais beaucoup de photographies se ressemblent de plus en plus. Parce qu'il y a cette pression à la fois des réseaux sociaux et à la fois le fait qu'on voit toutes les photos en même temps, sans arrêt. Et donc, ce qu'elles devraient être, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, un outil pour vous permettre de parler. Et de dire, moi, Nathalie, je suis née de parents inconnus dans une toute petite ville espagnole qui s'appelait Gérone, sous Franco. J'ai vécu 7 ans dans un orphelinat qui était géré par l'Opus Dei et des franquistes. Et quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas le français. Et j'ai appris le français en regardant la télévision. Et pendant très longtemps, je n'ai parlé quasiment à personne. Alors j'avais des syndromes autistiques, etc. Donc j'étais seul et enfermé. Et je n'ai jamais trouvé pendant très longtemps de moyen de parler. Et de dire, voilà ce que je ressens. Moi, au fond de moi, avec mon histoire. Et c'est cette histoire que je raconte. Quand je fais une photo, je raconte ma sensibilité, mon ressenti, mes souffrances, ma façon de voir le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien ou pas bien, ma façon de voir le monde, mais c'est la mienne. Et c'est celle que je vous montre. Et la photographie, c'est l'outil par lequel je me suis trouvé, moi, en capacité de vous parler. Alors j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai essayé le théâtre, la musique, etc. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, je n'arrivais pas à communiquer avec ça. Mais maintenant, je sais que je peux communiquer avec la photo. Et que je peux, lorsque je vous présente une photo, vous faire ressentir quelque chose. Et c'est exactement ce que devrait être la photographie. Je vais vous parler... Alors, toutes les photos que vous voyez, c'est mes photos. Voilà, il n'y a pas de photos d'autres personnes, à part à un moment donné, vous verrez des photos du Figaro. Je vais vous raconter l'histoire d'une après-midi en famille. Vous venez de passer une journée magnifique, un dimanche. Vos femmes, vos enfants, vos maris, vos petits-enfants, tout le monde est là. Vous avez fait un super repas, il fait beau. Vous êtes heureux. Et c'est un moment de grande joie parce que je ne sais pas pourquoi, l'air sent bon, il y a des papillons. Et vous allez faire une photo. Vous allez faire une photo pour vous rappeler de ce moment magique de vos petits-enfants, des papillons et tout le reste. Et vous faites une photo. Et puis après, quelques jours après, vous regardez la photo. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des enfants, des papillons et un soleil couchant. Mais vous n'y voyez pas l'émotion que vous avez eue, que vous vouliez raconter. L'émotion, c'était quoi? Quelle journée magnifique, mes petits-enfants étaient là, ils étaient heureux, ils couraient dans tous les sens. Mes enfants me parlaient de leur réussite, ils gagnent bien leur vie, ils sont heureux, tout le monde est content, moi je suis bien, on a bien mangé, etc. Mais ça, c'est pas dans la photo. Dans la photo, il y a juste des petits-enfants et des papillons. Comment on fait rentrer de l'émotion dans une photo? C'est pas parce qu'on a une émotion à la faire. Imaginez, je fais une photo de vous et là je suis ému parce que j'ai passé une journée sympa à discuter avec vous. Je fais une photo. Qu'est-ce que je vais représenter? Je vais représenter des tas de gens dans une salle de la mairie. Mais je ne vais pas y parler de l'émotion que j'ai moi. Pour y parler de l'émotion que j'ai moi, il va falloir que je rajoute quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle de la suspension provisoire d'incrédulité. Alors qu'est-ce que c'est ce truc bizarre? Ce truc bizarre, c'est ce qui fait que lorsque vous voyez un film d'amour ou un film de guerre, vous croyez que ce qui se passe est vrai pendant le temps où vous regardez le film. C'est pour ça que quand l'actrice meurt, vous pleurez. Oh, elle est morte. Ou bien quand elle tombe amoureuse, vous êtes ému. Ah, ça y est, elle est enfin amoureuse. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que quand les acteurs meurent au cinéma, ils ne meurent pas en vrai. Après, non, après ils rentrent à la maison. Hein? Voilà. Vous savez que les zombies, ça n'existe pas en vrai. Sauf aux États-Unis, mais bon, ça c'est autre chose. Tout ça, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais pendant le temps où vous le regardez, vous y croyez. C'est la même chose qu'au théâtre, quand quelqu'un parle et vous dit oh, « J'espère que mon mari ne sait pas que je le trompe. » Et le mari, il est là, il est à 1 mètre derrière. Il fait semblant qu'il n'a pas entendu. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'a pas entendu. Mais vous, là, au fond, vous avez entendu. Ça ne vous surprend pas, ça? Si, en vrai, si vous réfléchissez, je dis bien sûr, qui c'est qui la trompe? Tu l'as entendu, il était à 1 mètre.
Mais justement, il ne le sait pas, et c'est ce qui va faire toute l'intrigue de l'histoire. Eh bien, c'est exactement ça, la suspension d'incrédulité. Et c'est vrai au théâtre, c'est vrai au cinéma, et c'est vrai en photo. En photographie, on va créer les conditions pour faire ressentir quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Je vous ai dit que tout à l'heure, la photographie était un art. L'art, ça vient du latin ars artis. Et alors, je sais qu'il y en a qui ont fait cagne hippocagne en latin, en lettres classiques ici. Je ne sais plus, il y a un monsieur qui m'a dit, ouais, voilà. Vous savez qu'en latin, et notamment dans les vers de Virgile, lorsqu'on parle de l'art, on parle de la méthode, du travail, du faire, mais on parle aussi, allez, des méthodes peu scrupuleuses pour y arriver. En grec, c'est la techné. La techné, lorsqu'on lit les vers grecs, ben c'est notamment une chose que fait Hermès lorsqu'il vole les bœufs d'Apollon. Ben il le fait, il utilise la ruse. Eh bien, en fait, l'art, c'est de la ruse. Alors, ce n'est pas une tromperie méchante, ce n'est pas une escroquerie, c'est de la ruse. C'est juste comment je vais faire pour, lorsque vous regardez la photo, vous ressentiez de l'amour, de la souffrance, de la gaieté ou que sais-je. Comment je dois faire? Eh bien, il va falloir que je rajoute quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'art. C'est, dans un film d'amour, la musique. Vous avez un couple, là, vous avez un couple qui court l'un vers l'autre. Si je fais ça, c'est ridicule. Mais si je rajoute la musique, d'un coup, ça devient une magnifique histoire d'amour. Ben, c'est la musique. Et ça, c'est de la ruse. La ruse, c'est je rajoute une petite musique pour vous faire sentir qu'ils sont amoureux. Parce qu'en vrai, c'est juste un homme et une femme qui se foncent l'un dessus. Et ça, en fait, le travail du photographe, c'est justement de travailler sur comment on va faire apparaître ça. On va faire apparaître les choses. Et donc, vous vous rappelez de la photo que vous avez vue au début avec le monsieur qui vole dans l'horloge? Ben, ma ruse à moi, c'est que je n'utilise jamais Photoshop. Mais j'avais quand même besoin de quelqu'un qui était en lévitation dans une horloge. Mais comment je vais ruser pour donner l'impression qu'il vole? Eh bien, en fait, je demande de sauter, et puis après, je retourne l'image, et je donne l'impression qu'il vole. Et vous savez, c'est comme en mathématiques, les solutions les plus simples sont toujours les plus élégantes. Rien n'est plus beau que la formule mathématique E égale mc2, c'est simple. Mais ça recèle toutes les vérités du monde. Eh bien, c'est ça la photographie, c'est trouver des solutions simples et élégantes pour raconter une histoire et faire que la personne qui regarde l'image ressente quelque chose. Alors, ça ne signifie pas que vous allez lui faire ressentir exactement ce que vous voulez. Moi, dans mes photos, j'ai une histoire que je me raconte, ce n'est pas celle que vous voyez quand vous la regardez, mais ce n'est pas ça qui compte. L'important, c'est qu'une bonne photo, c'est une photo qui vous fait réagir, une photo que vous avez envie de regarder plusieurs fois, longtemps. Vous savez, rien n'est pire lorsqu'on regarde une photo, lorsqu'on voit une exposition, de voir les gens qui passent. Ou comme quand on feuillette un magazine. Rien n'est pire. Rien n'est plus terrible pour un photographe, un auteur, un peintre, que le fait de voir des gens qui restent 2 secondes devant son œuvre. Et surtout, si l'œuvre, la seule chose qui reste dans votre tête, c'est « Ah, c'était bien joli ». Une petite fleur, c'est bien joli. Et c'est même 1000 fois plus joli que la plus belle des photos, parce que c'est naturel. Et ça a besoin de rien pour être beau. Et donc, tout notre travail, ça va être justement de faire que la photo raconte quelque chose de fort. Alors ça, c'est une photo que j'ai réalisée il y a 1 an. Et tout à l'heure, alors pareil, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a rien. Il y a 10 jours de travail pour construire un décor, 3 heures pour placer une lumière, 1 heure pour diriger le modèle et obtenir ce que je veux. Et là aussi, on va venir à quelque chose de très important, qui est ma conception de la photographie. C'est lorsque j'appuie sur le déclencheur de l'appareil photo, c'est que la photo est terminée. Et je m'arrête là où beaucoup de mes confrères commencent. La plupart de mes confrères commencent après que la photo ait été faite. Ils prennent la photo, ils vont sur leur logiciel de dématrissage, ils l'exportent en PSD, ils la retouchent et ils passent énormément de temps sur cette partie du travail. Alors, là aussi, ça n'est pas une critique, on peut le faire et je n'y vois aucun inconvénient. Mais je préfère personnellement
être avec mes modèles, mes coiffeurs, mes maquilleurs, mes décorateurs en train de faire les photos, ou en extérieur en train de faire des jolis papillons, et de vivre la photographie, de la réaliser, plutôt que d'être seul derrière un ordinateur. Et pour ceux qui sont comme moi, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est, vous avez vu, dans la vidéo que vous avez vue, alors pareil, c'est une vidéo faite au téléphone portable, je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste placé le téléphone portable pour que vous voyez ce que vous auriez vu pendant cette réalisation. Qu'est-ce que vous avez vu pendant 90% de la vidéo? Eh bien, des gens qui coupent du bois, qui peignent des trucs, qui installent des structures. La photographie est le point final. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la photographie? Alors, on vous l'a répété 1 million de fois, cette phrase. Mais peut-être ne l'avez-vous pas entendu. La photographie, ça vient de photos, la lumière, graphein, écrire. Écrire avec de la lumière. Écrire, c'est quoi? C'est savoir faire des A, des B, des C, puis après écrire baba, maman, puis après mettre un sujet, verbe, complément, et après commencer à raconter une histoire. Écrire. Avec quoi? Avec de la lumière. Pas avec le nouvel hybride machin ou le nouveau Fuji machin. Écrire avec de la lumière, il faut la comprendre, la lumière. Et pour la comprendre, il faut comprendre les 8 caractéristiques de la lumière. La quantité de lumière, la qualité, le contraste, la couleur, l'angle, la distance, le rôle et le contexte. Si on comprend ça, on sait exactement ce qui va apparaître dans la photo. Et tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on apprend lorsqu'on apprend sérieusement la photographie. On commence par un truc qui est très embêtant, qui s'appelle la photométrie. Alors, c'est quoi la photométrie? C'est le fait de mesurer la lumière. Mesurer la lumière, c'est génial parce que ça permet de régler exactement son appareil photo, en vitesse, ouverture et sensibilité. Alors, je sais ce que vous vous dites, et je vais vous montrer tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Vous vous dites, mais ouais, tes trucs là, ça date du Moyen-Âge. Alors, je vous rappelle que je suis plus jeune que vous tous, enfin la plupart. Alors, commencez pas à me dire que ça date du Moyen-Âge. Ça ne date pas du Moyen-Âge et c'est toujours vrai. Et en fait, ce que vous racontent vos appareils photo et ce que font vos appareils photo, c'est exactement l'exemple du train dont je parlais tout à l'heure. Le train vous amène dans un seul endroit. Moi, je vais essayer de vous montrer comment aller sur toute la planète. Et donc, il faut d'abord, d'un côté, maîtriser la technique. La technique, ce n'est pas la technologie. Attention, technique, ce n'est pas le nouvel appareil. La technique, c'est la photométrie, l'optique, comprendre l'orthoscopie, comprendre tous ces éléments-là. Une fois qu'on les a compris, bien l'appareil photo, ça devient comme votre voiture. Alors, vous êtes peut-être comme moi, quand j'ai commencé à conduire, quand je suis monté la première fois dans une voiture d'auto-école, c'est simple. L'auto-école était venue me chercher devant la fac. Et alors, je suis rentré dans la voiture, on a démarré et j'ai calé 1 mètre. Voilà, j'ai reparti. Calé 1 mètre. Et j'ai dû faire 10 mètres comme ça en calant, vous savez. Puis après, je passais les vitesses. Et les 2 ou 3 premières fois que je suis monté dans une voiture, je me suis dit, mon Dieu, je n'arriverai jamais à conduire une automobile. Jamais.
Maintenant, ben, je suis comme chacun d'entre vous, je conduis, je ne réfléchis pas que je passe les vitesses. Je ne réfléchis pas que mon pied il appuie sur l'embrayage ou pas. C'est un automatisme. Pourquoi? Ben parce que je le fais tous les jours, et comme vous conduisez souvent. Ben, un appareil photo, si vous le conduisez tous les jours, eh bien, c'est comme une voiture. Vous n'avez même pas besoin de regarder où vont vos doigts. Et comme une voiture, ben, on conduit bien un appareil photo si on n'en change pas tous les 3 jours. Parce que si on change de voiture, ben, les boutons ne sont pas au même endroit. Et c'est plus compliqué. Merde, c'est où le warning? Je prenais l'exemple avec ce monsieur-là qui était sportif. Quand on commence une course importante, on ne met pas les chaussures neuves. Parce que les chaussures neuves, ça fait mal aux pieds. Un appareil photo, c'est la même chose. Donc, d'un côté la technique et de l'autre côté, une chose que beaucoup de photographes oublient, c'est l'histoire. L'histoire de l'art. Tous les arts. Je vous montrerai à quel point le fait de nourrir notre esprit, ça permet de créer de belles images. Si on ne le fait pas, eh bien on fait les images des autres et on fait des images sans âme. Et donc, allez, je vous montre une petite photo. Alors la première fois que j'ai montré cette photo, c'était pour une chaîne qui s'appelle Ampara, donc une chaîne vidéo de formation pour les photographes. Et les gens pouvaient réagir en direct sur ce qu'ils voyaient. Et beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est de l'intelligence artificielle, tu l'as fait avec quoi? Avec Midjourney, avec machin ?» J'ai dit non, je l'ai fait comme ça. C'est la même chose. Regardez, je n'ai rien fait à part créer quelque chose. Ce que vous voyez là, ben c'est à peu de choses près ce que vous voyez là. J'ai créé mon décor. Alors mon décor, c'est un morceau de carton sur lequel j'ai collé des choses. J'ai placé mes sources lumineuses pour qu'elles éclairent comme je veux, les cheveux, la perruque, l'arrière du décor. Mon coiffeur a fait son travail, il a construit une coiffure. Alors en fait, tout ce qu'elle porte, ce sont des cheveux. Il a récupéré des cheveux dans un salon de coiffure, en gros tas, on avait un sac entier, il a posé les cheveux par terre, il a mis de la laque, il a passé un fer à repasser pour faire comme un tissu, puis après il a replissé, il a mis de la peinture et puis il en a fait la perruque que vous voyez. La perruque et le vêtement. Vous auriez été là, vous auriez vu la même chose. Donc ma photo en soi, bah, c'est rien que d'autre que la représentation de quelque chose que j'ai créé en termes de lumière. Mais si j'ai réussi à le faire, bah, c'est parce que j'ai appliqué des méthodes que j'enseigne. La mesure de la lumière, le placement de la lumière, la compréhension du sens des choses. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux vous amener un petit peu? Commencez à sortir des habitudes. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, oui, bon, alors c'est très gentil, elle est gentille cette gamine, mais moi je photographie des papillons. Ou moi je photographie la nature. Je vais me promener avec mes copains et on fait des photos en haut de la montagne. Vous dites, donc ce qu'elle me raconte, ça ne m'intéresse pas du tout. Effectivement, ce que je vous ai montré, c'est pas de la photo de nature. C'est pas de la photo de petites fleurs. Mais en réalité, c'est de la photo. Et ce qui se passe quand vous faites une photographie en automatique avec un appareil photo d'une petite fleur, ou ce que je fais moi avec une équipe de 20 personnes dans un studio avec des flashs, c'est toujours de la photo. C'est une autre façon de faire les choses. Mais comprendre l'un, ça permet de comprendre toutes les choses. Et donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire de très simple. Ça, vous pouvez le faire demain, en rentrant à la maison, ou cet après-midi, ou ce soir, vous pouvez le faire. Très facile à faire. Alors vous dites, ouais, attends, Photoshop, quoi. Vous voyez une image en 2 dimensions, hauteur, largeur. Mais vous photographiez une réalité en 4 dimensions, longueur, largeur, profondeur et temps. Et quand vous faites une photographie, vous pouvez faire apparaître ou disparaître la profondeur, le temps. Et par conséquent, on peut faire tout apparaître. Regardez, mon poivron, vous l'avez vu de face, vous n'avez pas vu les petites piques qu'il y a derrière. Il suffit de mettre les petites piques, de couper le poivron. Là où ça devient un peu plus technique, c'est qu'il faut mettre de la lumière pour que le fond soit très blanc.
Mais ça, pareil, ça se mesure, c'est simple. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est exactement comme quand on est en cours de physique-chimie au lycée. En cours de physique-chimie, on vous met dans une salle avec des éprouvettes et on va vous enseigner des phénomènes chimiques qui existent aussi dans la nature. Mais dans la nature, ils sont compliqués, ils sont longs, ils sont difficiles à matérialiser pour que l'élève comprenne. Il faut des millions d'années pour que la pluie, très doucement, dissolve le calcaire et que le calcaire crée les falaises que vous connaissez tout autour de chez nous. Mais en labo, on peut le faire en 10 minutes. Et on comprend ce qui se passe. Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Pour comprendre les phénomènes de lumière juste magiques qu'il peut y avoir un jour de crépuscule avec un peu de brume, on peut attendre un jour où il y a de la brume et un crépuscule avec la lumière qui arrive dans le bon sens, avec le bon parallaxe. Parfois, c'est long. Mais on peut le faire en studio en mettant une machine à fumer et un flash derrière. Et ça prend 10 secondes. Et ça permet de comprendre les choses. Et une fois qu'on les a comprises, on peut les faire apparaître. La photographie, c'est un art qui se construit. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup d'entre vous, et ça a été mon cas pendant longtemps, on a toujours pensé que la photographie, notamment quand on va chercher chez des grands auteurs comme Henri Cartier-Bresson, c'est le génie du moment où il se passe quelque chose. Moi, je ne le vois pas, mais alors Henri Cartier-Bresson, il est là, paf, clac, c'est là. Je l'ai eu. L'instant décisif. Ou Doisneau. Tous ces gens-là sont géniaux. Ils voient quelque chose que je ne vois pas. Et vous pensez tout ça, non? Vous ne croyez pas en l'instant décisif? Le moment où il se passe quelque chose? Et la photo est géniale? C'est en réalité une erreur de traduction. Le savez-vous, ça? La phrase « instant décisif » n'a jamais été prononcée par Henri Cartier-Bresson, à qui pourtant on l'attribue. En fait, le mot « instant décisif », c'est la traduction en américain d'une phrase de Cartier-Bresson qui ne disait pas exactement ça, mais qui a donné le titre de son livre traduit en anglais. « Decisive Moments ». Et « Decisive Moments », ça a marché trop bien, et c'est revenu en France sous le nom de « instant décisif ». Mais ce que disait Henri Cartier-Bresson, ce n'était pas ça. Ce n'était pas qu'il y avait un instant décisif, un instant où « c'est maintenant qu'il se passe quelque chose ». Il ne disait pas ça du tout. Il disait « la réalité est un balancement, un basculement, un va-et-vient entre des réalités ». Et donc, par conséquent, nous, photographes, nous basculons et nous attendons que cette bascule revienne, avec plein de variations. Il suffit d'être patient. Si vous regardez cette photographie inoubliable de Cartier-Bresson, vous voyez un vieux monsieur qui regarde une affiche, enfin, un tag au mur où il y a marqué « Jouissez sans entrave ». Il n'y a pas d'instant décisif. C'est décisif sur la photo, mais il suffisait de s'installer devant le tag où il y a marqué « Jouissez sans entrave » et d'attendre que quelqu'un arrive. Si vous connaissez la série de Doisneau qui s'appelle « Le regard oblique », alors le regard oblique, c'est quoi? La photo est prise derrière une vitrine d'un marchand d'art. Il y a d'un côté une peinture avec une femme nue et de l'autre côté une peinture qu'on voit de dos, on ne sait pas ce que c'est. Et ça se passe dans les années 50 à Paris. Doisneau a mis son appareil photo derrière et a attendu qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, il s'est passé quelque chose parce qu'il y avait en devanture, dans le Paris des années 50 qui n'était pas encore très libéré, une représentation d'une femme nue. Donc des gens passaient et regardaient. Et quand ils regardaient, certains regardaient franchement, d'autres regardaient un peu de biais. Il y a des policiers qui regardent comme ça, méchamment. Et en fait, il y a une série d'une trentaine de photos où chaque photo raconte une histoire. Il n'y a pas un instant décisif, il y en a plein. Et tout ça, ça se construit. Le regard, son regard, ça se construit. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans de photos, ce n'est pas ce que vous voyez il y a 10 ans. Vous avez évolué, vous voyez des choses différentes. Et même, alors, on peut prendre un exemple très simple. Je suis sûr que, comme moi, il y a des films que vous avez vus il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui vous avaient paru extraordinairement bien faits. Alors moi, ma grande révélation, c'est un jour, j'ai voulu montrer le Dune de David Lynch à ma fille. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film. Et à l'époque, quand il était sorti, c'est milieu des années 80, j'avais trouvé ce film génial. Bien fait, bien filmé, les couleurs extraordinaires. Quand j'ai voulu le montrer à ma fille, je pense qu'on a regardé 10 minutes.
Parce qu'au bout de 10 minutes, j'ai dit non, je ne vais pas t'imposer ça, c'est atroce. Pourquoi? Bien parce que j'ai évolué, l'industrie du cinéma a évolué, le monde a changé. Et ce qui me paraissait sublime il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est maintenant, ça me paraît nul. Mon regard a évolué. Et donc tout ça, ça se construit. Comment construit-on un regard de photographe? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Comment construit-on l'écriture d'un romancier? Pour devenir un romancier, les amis, vous devez commencer à apprendre à lire et à écrire. Si vous ne savez pas lire ni écrire, il y a peu de chances que vous écriviez un bon roman. Donc, commencer par lire et par écrire en photographie, c'est commencer à savoir régler un appareil photo. Et régler un appareil photo, c'est... Alors souvent, vous me dites « Ah, ça y est, je sais régler en mode manuel. » C'est bien, tu sais se servir d'un appareil photo. Mais c'est que le début. Parce que régler en mode manuel, très bien, mais quoi? Je me mets à F8, je me mets à F4, je me mets à F16? Pourquoi je me mets à F16 ou je me mets à F8? Pourquoi je me mets avec un temps de pause d'une minute ou d'une seconde? Ou d'un millième de seconde? Tout ça, c'est une réflexion. Qu'est-ce que je veux faire apparaître sur ma photo? Et je peux faire apparaître 1000 choses différentes à partir de la même réalité. Et donc, il va falloir apprendre. Et donc, je vais vous apprendre quelques petites choses aujourd'hui. Voici l'écran arrière de mon appareil photo, sur une photo que j'ai réalisée il y a une dizaine d'années, non, 8 ans. Si vous regardez cette photo, tout photographe normalement constitué dit « Ah, c'est cramé !» Non? Réagissez un peu, putain, je sais, il fait chaud, mais... Moi aussi, j'ai chaud et en plus, je parle. C'est cramé, cette photo. Elle est bonne pour la poubelle, non? C'est nul. Alors, attends, on va vérifier si c'est cramé. On va mettre l'alerte sur exposition. Ouais, c'est cramé. Elle est bonne pour la poubelle, cette photo. Putain, Nat Sakura, c'est vraiment pas terrible. Hein. Il fait des photos cramées, c'est une catastrophe. Alors, on va comparer cette photo, on va la regarder sur l'écran de l'ordinateur et on va faire pareil. On va mettre l'alerte sur exposition. Alors, normalement, vous notez une petite chose quand même. Si on regarde le cramé sur le dos de l'appareil photo et le cramé sur l'ordinateur, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y en a un des deux qui ment, quoi. C'est Bayrou ou c'est Macron qui ment? Alors, je vais vous dire, c'est pareil que Bayrou et Macron. Hein. Les deux! Pourquoi? Parce que là, ça ne me dit pas c'est cramé. Ça me dit, par rapport aux normes du fabricant, tu es dans la zone des très hautes lumières. C'est tout ce que ça me dit. Ça ne me dit rien d'autre. Alors peut-être qu'effectivement c'est cramé, mais c'est pas, je ne le sais pas. Je n'ai aucun moyen en regardant ça de savoir si c'est cramé. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oh, bon, on va regarder l'histogramme. Regardons l'histogramme. » Ah ouais, c'est cramé. Voilà la photo développée. Il n'y a aucune zone de cramé sur le visage du modèle. Ce que je veux dire, c'est que si je me fie à ces indicateurs, l'alerte sur exposition, elle a été inventée exactement pour les mêmes raisons qui font que vous avez installé des petits barreaux autour des lits des bébés pour pas qu'ils tombent quand ils bougent. C'est la même chose. C'est quand on débute en photographie, allez, pour être sûr que vous ne vous trompiez pas trop, on vous a mis ça. Alors c'est la barrière de sécurité. Si vous réglez votre appareil photo correctement, vous verrez que vous pouvez aller très au-delà de ça. En fait, cet histogramme, si vous allez sur le site de Canon France, il y a une indication sur la lecture de l'histogramme et qui dit « Attention aux montagnes coupées ». Et l'exemple, c'est un truc comme ça en disant « Oh, il ne faut surtout pas ». Eh bien, cet histogramme, c'est l'histogramme de cette photo. Ce que vous dit l'histogramme n'est pas la vérité. Et donc, on va, pareil, je continue à vous enseigner des petites choses. Je vais vous parler d'un truc que la plupart des photographes ne connaissent pas et ce qui vous pose la plupart des problèmes. C'est qu'avant la guerre en argentique, et là je peux parler en connaissance de cause, puisque j'étais photoreporter, grand reporter de presse pendant 17 ans, et en argentique. À l'époque, il n'y avait pas d'écran sur les appareils photo. Donc quand on partait faire du reportage, eh bien on faisait des photos, et puis on rentrait,
Et puis on sortait ces petits rouleaux de pellicule, on faisait ces petits cuts dans le labo, et puis on serrait les fesses en espérant qu'elle était réussie. Parce que le rédac-chef, il n'était pas toujours gentil. Et il se trouve que, dans mon histoire personnelle de photographe, eh bien, je me suis retrouvé à Gaza pendant la deuxième intifada, en l'an 2000. Sauf que je n'étais pas allé du tout couvrir la guerre, j'étais allé là-bas pour faire un autre reportage sur tout à fait autre chose. Et quand je me suis retrouvé dans Gaza, Ariel Sharon a fait tirer sur l'esplanade des mosquées, ce qui a déclenché la deuxième intifada. Et donc, moi, j'étais allé pour passer la journée. Et j'avais avec moi 4 rouleaux de pellicule de 12 poses. Je n'avais pas besoin de plus. Je ne prévoyais pas que j'allais rester enfermé pendant 27 jours. Pendant 27 jours, je suis resté enfermé dans Gaza parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Les Européens, les journalistes, on n'avait pas le droit de sortir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai économisé mes pellicules, comme, vous savez, un naufragé sur une île déserte économise ses allumettes. C'était pareil. Et je ne savais pas si mes photos étaient réussies. Parce que je ne pouvais pas les voir, il n'y avait pas d'écran. Comment je faisais? Eh bien, ce que je vous invite à faire toujours, aujourd'hui. À mesurer la lumière. Comment on savait à l'époque que la photo était bien exposée? Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas d'histogramme, il n'y avait pas d'alerte sur exposition. Comment on savait que la photo était réussie? Eh bien, on mesurait la lumière. Et il se trouve qu'en argentique, il y avait une petite astuce de professionnel, c'est qu'on sous-exposait légèrement ces photographies. Et on les sous-exposait en fonction de la pellicule qu'on utilisait. Selon le type de pellicule qu'on employait, on avait intérêt à sous-exposer d'un demi-diaph, un diaph et demi. Et donc, quand la numérique est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à faire des photos comme on faisait avant, puisque les photographes qui travaillaient en numérique, ils avaient commencé en argentique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sous-exposaient un peu leurs photos. Et le problème, c'est qu'en numérique, on ne sous-expose pas. Il ne faut pas sous-exposer. Il faut surexposer. Et donc, les photographes argentiques sous-exposaient les photos, et les photos apparaissaient sur l'écran arrière de l'appareil photo, trop sombre. Et donc, les vendeurs d'appareils photo, ils ne pouvaient pas vendre les appareils photo, puisque les photographes disaient « Ah, c'est nul ton truc ». Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les fabricants ont inventé ce qu'on appelle la courbe standard. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Elle est appliquée sur tous les appareils photo du monde. Et qu'est-ce que la courbe standard? La courbe standard, c'est un aperçu d'image, donc un dématrissage du RAW, qui est un peu plus exposé et un peu plus contrasté. Donc les photos que vous faites trop sombres, elles paraissent bien. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qui apparaît sur le dos de votre appareil photo? C'est exactement les mêmes conneries que ce que je vous disais sur l'alerte sur exposition et sur l'histogramme. Ces conneries-là, c'est une fausse information. Et donc, si vous décidez que votre photo est réussie ou ratée en regardant l'écran arrière de votre appareil photo, vous vous trompez toujours. C'est comme quand vous votez Macron. Donc, pour voir ce qu'est la photo, il va falloir la ramener sans traficotage. Et ce sans traficotage, ça s'appelle la courbe linéaire. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on développe sa photo avec un logiciel qui permet de développer en courbe linéaire. Ça permet de se rappeler de plusieurs choses. Ce que je vois sur le dos de mon appareil photo n'est pas ma photo, n'est pas mon RAW, et ce que je vois sur l'écran de mon ordinateur n'est pas mon RAW non plus. En fait, vous ne pouvez pas voir le RAW. Enfin, si, vous pouvez voir des 1 et des 0, mais vous ne verrez pas votre image. Pour voir votre image, il faut qu'il y ait un logiciel qui reprenne chacune des informations des pixels et qui l'interprète. L'aperçu de l'image, c'est une proposition. Vous pouvez faire apparaître ce que vous voulez. Votre RAW, vous pouvez l'éclaircir ou vous pouvez l'assombrir. Si j'ouvre ma photo sur 2 logiciels différents, eh bien, je vais voir 2 choses différentes. Les couleurs ne sont pas les mêmes nativement sur les logiciels. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il y a dans votre photo en la regardant avec les outils qui vous sont proposés par la technologie actuelle. Et donc, je retombe sur mes pattes. Le seul moyen de savoir ce qu'il y a dans votre photo, c'est de mesurer avant de faire la photo. Si je veux savoir si les nouvelles étagères que je veux installer dans ma salle de bain rentrent bien entre la baignoire et le mur, il faut que je prenne un mètre pour mesurer la distance qu'il y a entre la baignoire et le mur.
Si je ne mesure pas cette distance et que je vais à Leroy Merlin faire couper des planches, elles seront soit trop longues, soit trop courtes. Toute l'histoire de l'humanité s'est construite sur la mesure. C'est la mesure qui nous a permis de comprendre que la Terre est ronde. Lorsque Ératosthène a planté son mât à Alexandrie, dans un puits à Cyrène, il a calculé la courbure de la Terre grâce à la mesure. Il a pris un esclave qui a compté le nombre de pas qu'il y avait d'Alexandrie à Cyrène. Il a mesuré. Grâce à ça, on sait que la Terre est ronde. Et donc, quelle circonférence elle a? Je ne sais pas, ne serait-ce qu'en cuisine, vous voulez faire des gâteaux, vous savez que vous allez mettre une certaine quantité de farine, un certain nombre d'œufs, etc. Ça se mesure, vous avez un verre doseur. Et vous avez remarqué, c'est magique, le seul domaine dans lequel on vous dit la mesure est inutile, c'est la photographie. Donc ça se mesure, alors ça se mesure avec cet outil-là. Et là, je sais ce que vous dites oui, bon, alors moi, tes trucs de studio et de vieux photographes du Moyen-Âge. Alors je vous rappelle, je ne suis pas qu'une photographe de studio. J'ai été pendant 17 ans photoreporter, grand reporter de presse. À Gaza, pendant la deuxième intifada, je n'avais pas mon posemètre manuel, parce qu'évidemment, on ne peut pas. Et même si je l'avais eu, je ne l'aurais pas utilisé. Ça non plus, c'est comme Gaza sous les bombes. Hein. On ne peut pas aller poser le posemètre dessus. Parce qu'il y a des gardes du corps qui veillent à ce qu'on ne s'approche pas trop. En plus, on n'a pas envie, parce que putain, ça salit vachement les flashmètres. Ah non, mais là, on peut y aller maintenant, quand même. Sur lui, putain. Vous avez vu, je l'ai photographié en plongée très haut, bien écrasé. Moi, j'ai toujours fait Sarkozy de très haut. Ah non, mais alors... C'était facile. Alors... Non, mais... C'était facile, mais c'est super intéressant, ça. Beaucoup d'entre vous, vous dites souvent « Ah, ces journalistes, ils sont toujours de parti pris. » Et vous n'êtes pas de parti pris? Mais pourquoi vous êtes de parti pris comme les journalistes? Ben parce que vous êtes des êtres humains. Vous avez votre subjectivité. Si, quand je fais mes blagues sur Sarkozy ou Macron, il y en a certains d'entre vous qui rigolent vraiment, et d'autres qui rient un peu jaune, et puis d'autres qui disent « Non, Macron, il est cool. » Et aucun d'entre nous n'a raison ou tort, enfin surtout ceux qui n'ont pas voté Macron, mais ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est que nous avons tous notre subjectivité. Et le journalisme, c'est quoi? Ben, c'est le fait, en photographie, de montrer quelque chose. Et moi, je fais 1m88, donc quand je photographie Sarkozy sans réfléchir, je le photographie comme ça. Donc je le photographie en plongée. Bonjour monsieur. Mais ça, c'est lié à mon corps, mais je peux décider. Je prends toujours cet exemple-là. Imaginons que je photographie, allez, on va dire Sarkozy. Imaginez que j'appartienne à un journal de gauche. J'appartiens à l'Humanité. Je vais le montrer arrogant, méchant. Je vais le regarder en train de me regarder de haut, donc je vais le photographier d'en dessous. Me surplombant. Et en plus, je vais attendre le moment où la lumière est là et le moment où il fait une grimace. Si je travaille pour un journal, allez, genre Le Figaro, plutôt proche de Sarkozy, ben je vais le photographier au même niveau, je vais attendre le moment où il sourit, il a l'air proche de moi. C'est le même travail, ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même choix. La photographie, c'est un choix, ben, le journaliste choisit. Et aucun d'entre eux ne peut être objectif. Il peut choisir d'être neutre, mais pas d'être objectif. Ce n'est pas possible d'être objectif. Nécessairement, vous pensez avec votre logiciel d'être humain, votre histoire. Vous pensez avec le sexe dans lequel vous êtes né, dans l'univers dans lequel vous vivez, le milieu social dans lequel vous vivez. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes bourré comme moi de préjugés sur le monde, parce qu'on voit les choses d'une certaine manière. Eh bien, pourquoi en photographie, en journalisme, vous me dites, on ne peut pas mesurer. Je vous ai dit, je n'ai pas mesuré Sarkozy avec mon posemètre parce que je ne pouvais pas. Même si j'avais voulu, les gardes du corps m'en auraient empêché. Comment on fait? Eh bien, on fait ce qu'on fait en journalisme. En journalisme, on mesure depuis toujours la lumière à distance et on mesure la lumière réfléchie. Et donc, vous avez tous un posemètre dans votre appareil photo. Quand vous vous mettez en automatique avec votre appareil photo, comment l'appareil photo sait-il comment il va se régler pour que la photo soit vaguement bien éclairée? Eh bien, en mesurant. Et après, il y a un petit algorithme avec un petit logiciel dans le firmware qui va faire apparaître la photo. Eh bien, votre appareil photo peut mesurer la lumière. Sauf que cette lumière a un défaut énorme. C'est qu'elle est de la lumière réfléchie. Regardez. C'est la même lumière qui éclaire le sol ici que la lumière qui éclaire... Ça s'appelle comment ça? Le pupitre, voilà. C'est la même lumière qui éclaire le sol et le pupitre. Le pupitre est blanc et le sol est bleu marine.
comment je sais quelle est la bonne lumière? C'est la même lumière qui est claire, mais en revanche, je connais la réflectance de ça, c'est du blanc. Et je sais que ça renvoie 3 diaphs de lumière. Donc si avec mon appareil photo, je mesure la lumière qui arrive sur le pupitre, je sais exactement, bon, allez, un pouillème près, quelle est la lumière qui éclaire l'ensemble. Si je mesure, par exemple, on va dire, allez, f11 sur le pupitre, à distance, je sais que la lumière réelle qui arrive dessus, c'est f11 moins 3 diaphs, f8, f5,6, f4. Donc la bonne lumière, c'est f4. Oh, elle connaît ses diaphs par cœur. Allez, dans 5 minutes, vous saurez vos diaphs par cœur. Vous vous rappelez juste des 2 premiers. Le premier, il est facile, c'est lorsque le diaph est ouvert dans sa totalité. Et c'est 1. Et le deuxième, c'est 1, 4. Il vous suffit de savoir multiplier par 2. 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 45, 22, 32, 45, 64, 90, 128, etc. Et là, vous allez me dire, oh, ça sert à quoi de savoir calculer jusqu'à F128? Mon objectif, il ferme à F32 ou F25. Mais en fait, si vous faites de la lumière, comme je vous montrerai tout à l'heure, ben parfois on a besoin de F128. Si vous suivez mon Instagram, j'ai fait une photo dans une rivière il y a quelques jours. Il y avait besoin de 5 coups de flash au même endroit pour obtenir F128 parce que j'avais un filtre ND 64. Et donc là, il fallait beaucoup de lumière, et donc il fallait savoir calculer jusqu'à F128. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'on peut photographier aussi bien mes trucs bizarres que Sarkozy, et avoir à chaque fois le bon réglage, et être sûr qu'il est bon. Et comment on est sûr qu'il est bon? Eh bien, en mesurant. Alors ça, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, parce que sinon je vais vous ennuyer, mais il suffit de mettre en place des méthodes de mesure. On règle son appareil photo en mode spot, on mesure un endroit dont on connaît la réflectance, on applique son coefficient de réflectance, ça prend 2 minutes, et on a le bon réglage. Et donc, de temps en temps, il y a des vidéos, ça me permet de faire une petite pause. Alors je vous montre une vidéo qui montre un peu comment je travaille. Allez, c'est parti. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et donc, on arrive au moment où je vais me fâcher avec beaucoup d'entre vous.
Le progrès est une illusion, c'est un mirage, le progrès technologique. Et je vais vous montrer pourquoi, et vous allez voir à un moment donné, je vais dire beaucoup de mal des appareils photo hybrides. Eh ouais. Et là, vous allez me détester parce que je vais vous faire prendre conscience que vous êtes fait escroquer en bande organisée par les marques. Alors, tiens, je vous montre une photo d'une photographe que j'aime beaucoup. Alors, cette photographe s'appelle Madame Yevonde, c'est une photographe anglaise, qui était l'une des premières anglaises à expérimenter un procédé de photographie couleur qui s'appelait le procédé Vivex. Et ce système était extrêmement compliqué, extrêmement lourd, mais a permis de faire ce genre de photo. Donc ça, c'est une photo de Viviane Lee, extrêmement bien réussie et très moderne. Je vous rappelle que dans cette photo, on est en 1935. À l'époque, l'appareil photo en question, c'était ça. Madame Yevonde, elle faisait 1,53 m. Imaginez la taille du truc relativement à elle. C'était très lourd, très compliqué. Pourtant, elle a fait des photos exceptionnelles. Le progrès technologique fait faire des choses extraordinaires lorsqu'il est un progrès. Mais il y a des choses qui ne sont pas un progrès. Parce que un appareil photo, ce n'est pas lui qui fait les photos. Comme le vélo, ce n'est pas lui qui pédale. Vous pouvez avoir le meilleur appareil photo du monde. Vous ne ferez pas des bonnes photos. Mais si vous savez faire de la photo, vous ferez des photos avec n'importe quel appareil. Donc je vous montre une photo que j'ai réalisée avec un Canon 300D et des flashs à 19 $. Alors il y a un petit moment maintenant, peu importe l'appareil photo. Ce qui compte, ce n'est pas l'appareil photo. De la même manière que ce qui compte quand vous courez le 100 mètres, ce n'est pas les chaussures. Ce n'est pas parce que vous allez acheter les chaussures de Usain Bolt que vous allez courir comme lui. Je vous dis ça parce que ça arrive souvent, il y a des gens qui sont mes élèves et qui, un jour, je ne sais pas, ils font un gros héritage et ils se font le plaisir de leur vie, leur kiff. Et ils s'achètent, putain, le nouveau Blade ou le nouveau Phase One qui vaut 60 000 balles. Ils achètent un truc, ça vaut le prix d'une grosse Mercedes. Et puis ils prennent des optiques dessus qui vont dessus. Alors, une bonne optique de Phase One, ça vaut 10 000 balles aussi. Donc ils s'en mettent pour 100 000 €, mais c'est pas grave, ils ont hérité de la tante qu'ils n'aimaient pas. Et puis, ils partent, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, j'ai acheté le nouveau Phase One ». Ils sont super contents. Alors ils déballent et tout. Après, souvent, je n'entends pas parler d'eux pendant un petit moment. Alors je me dis, ils doivent faire des photos. En fait, non, ils sont en train de pleurer. Je ne fais pas des meilleures photos. Parce que ce n'est pas l'appareil qui fait les photos, c'est vous. Franck Orva, grand photographe de mode, disait cette phrase, c'est pas l'appareil photo qui fait les photos, c'est le crétin qui est derrière. Et donc, je vais vous parler de l'idée lumineuse qui a illuminé la photographie mondiale. C'est cette idée, mais géniale. On va retirer les miroirs des appareils photo. Ça va être génial de retirer les miroirs des appareils photo. D'abord, les appareils photo vont être plus légers. Deuxièmement, encore mieux, le miroir, quand on fait la photo, il se lève, il y a un moteur, ça s'use, ça vieillit. Les appareils photo vont durer plus longtemps. Idée lumineuse. Alors, on va faire des appareils photo sans miroir. On va les appeler mirrorless parce que c'est vachement plus classe. Et on va les vendre à tous les photographes en leur disant « Vos vieux réflexes, c'est nul. Achetez des hybrides. » Et en plus, on va se débrouiller pour que la monture fasse qu'on ne puisse plus utiliser les optiques de manière à ce qu'ils rachètent des optiques. Génial! Des appareils photo plus légers, plus faciles, en plus avec plein de gadgets électroniques, le suivi de l'œil. Chérie, j'ai acheté le nouvel hybride. Il fait le suivi des mérous la nuit dans le port. Mais tu sais pas nager, mon chéri. Oui, mais au cas où, je l'ai. Vous avez des tas de gadgets dans vos trucs qui servent absolument à rien, vous ne savez même pas vous en servir, moi non plus. Alors vous dites, bon, progrès. Alors on va se faire la liste des progrès des hybrides. Ah, c'est mon kiff du moment. Et on se fait la liste. Allez, c'est parti. Commençons. Avant, il y avait un truc génial quand on avait un miroir, c'est que par le biais de la réflexion dans le miroir, on voyait à travers l'objectif. C'était génial, on voyait exactement ce qu'on allait voir dans la photo. Alors évidemment, il n'y a plus de miroir. Alors comment on fait pour voir la photo? On ne peut pas faire comme avant, regarder par au-dessus. Donc, pour remplacer le miroir, on met la visée électronique. Sauf que la visée électronique, elle a un petit souci. C'est qu'elle est développée en courbe standard, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ce que vous croyez qui est votre lumière, ce n'est pas votre lumière parce qu'elle est surexposée artificiellement, etc. Premièrement.
Deuxièmement, c'est de l'électronique, donc il y a quand même un petit temps entre le moment où l'information arrive sur le capteur, elle est traitée, et le moment où elle apparaît sur le viseur. Alors c'est une très légère latence, mais si vous photographiez du sport, par exemple, eh bien, cette très légère latence, de l'ordre d'une millième de seconde, eh bien, c'est le moment où, putain, il y avait la vague du surfeur, où il y avait l'oiseau qui passait, qui chopait sa proie. Ce millième de seconde, c'est celui... Merde, j'ai déclenché trop en retard. Deuxième chose, l'absence de miroir est géniale parce que il n'y a plus le fait que quand on appuie, le miroir se lève, il n'y a plus le clac du miroir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ça? On va mettre des obturateurs électroniques. C'est génial l'obturateur électronique, on appuie sur le bouton, il n'y a pas un bruit. Alors quand on photographie du sport, ou qu'on photographie du spectacle, ou qu'on est photographe sur un plateau de cinéma où le silence est nécessaire, on fait des photos sans bruit. Sauf que l'obturateur électronique, il a deux gros soucis. Premièrement, il a le problème du rolling shutter, parce que qu'est-ce qui se passe? Bien, les choses sont lues ligne à ligne, et donc c'est comme quand vous ouvrez une porte, la lumière passe, mais pas partout. Premièrement, et puis deuxièmement, la synchronisation flash ne marche pas en obturation électronique, ou alors de manière très incertaine. Adieu la photo avec du flash. On a bien gagné avec l'absence de miroir. Hein. Déjà, on a deux gros problèmes. Troisième problème, c'est que pour tenir le clac-clac mécanique, il fallait des structures solides à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus besoin, c'est que de l'électronique. Donc on peut faire des boîtiers en plastique, on peut mettre moins de joints. Vous n'avez pas remarqué que vos hybrides sont 10 fois moins solides qu'étaient vos réflexes avant? Un réflexe était très solide. Maintenant, un hybride, pim, ah merde, je l'ai cassé. Alors Nikon est content, vous en avez racheté un autre. Il y a tout ensuite, tous les gadgets, l'autofocus prédictif, toutes ces choses-là. Alors ça, pareil, c'est bien. Mais c'est bien à condition que ça soit ce que vous voulez, vous. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, l'autofocus ne se fait pas au bon endroit. Donc l'autofocus tel qu'il est organisé, c'est le train dont je vous parlais tout à l'heure qui vous amène d'un endroit à l'autre, pas à l'endroit où vous voulez aller. Et puis, parce qu'il n'y a pas que l'hybride, hein, c'est qu'il y a un mouvement historique qui s'est passé. C'est que il y a 50 ans, les grands ingénieurs optiques, ils allaient où? Ils allaient chez Leica, ils allaient chez Zeiss. Maintenant, ils vont où? Ils vont chez Apple, ils vont chez Samsung. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On miniaturise, on met des logiciels qui vont transformer l'image. Et 90% de ce que vous produisez en image, c'est de l'intelligence artificielle améliorée avec de la lecture d'image, avec un firmware super performant. Super performant pour qui? Pour ceux qui ont fabriqué l'appareil photo. Sauf que ce n'est pas vous. Et vous, vous avez votre singularité, les choses que vous voulez montrer, et ce n'est peut-être pas celle que M. Nikon ou M. Fuji veut montrer. Et donc, dernière chose, on vous a dit on enlève le miroir, c'est génial. Sauf qu'il y a un problème. C'est que comme vous êtes en visée électronique en permanence, on vous a dit on enlève le miroir, c'est plus léger. C'est vrai. Sauf que vous êtes en visée électronique en permanence. Donc ça pompe de la batterie en permanence. Donc vous êtes obligé sans arrêt de changer de batterie. En moyenne, vous êtes sur 300 déclenchements avec un hybride, alors qu'avant, on pouvait monter à 1000, 1500 avec un réflexe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un grip avec des batteries. Donc on le réalourdit alors qu'on avait voulu l'alléger. Bref, vous vous êtes fait escroquer. Allez, continuons. Troisième élément. Vous allez voir, ça va aller de plus en plus vite parce qu'on m'a dit que j'étais trop longue. Vous allez voir que l'héritage en photographie est très important. C'est une nécessité. Ce n'est pas un cadeau. Dans notre tête, il existe d'un côté des génies, des grands photographes, Peter Lindbergh, Cartier-Bresson, et de l'autre côté, nous qui nous battons pour que nos photos soient réussies. Et dans notre tête à tous, et ça a été mon cas pendant longtemps, on pense que d'un côté, il y a des gens géniaux, et qui n'ont besoin de personne. Alors qu'en réalité, il y a une phrase extraordinaire qui dit « Nul homme n'est une île ». Nous vivons tous en interrelation les uns avec les autres. Et ce qui fait que vous allez avoir des belles idées, que vous allez avoir des méthodes pour faire apparaître des photos, vous allez avoir des visions photographiques. Mais ça ne va pas venir tout seul de manière magique parce que le doigt de Dieu se pose sur vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir une idée? Bien parce qu'il y a des images que vous avez vues, parce que vous baignez dans un milieu culturel, parce que vous nourrissez votre esprit tous les jours. Combien de fois avez-vous nourri votre esprit cette semaine?
Votre corps, vous l'avez nourri au moins 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais votre esprit, combien de fois l'avez-vous nourri cette semaine? Bien, votre esprit, si vous ne le nourrissez pas, c'est comme votre corps si vous ne le nourrissez pas. Il va devenir tout malingre et tout... Bon, là, vous vous cultivez parce que vous êtes avec moi. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, tout se construit. Et le fait de connaître l'histoire, alors pas connaître l'histoire pour pouvoir se la péter en soirée, hein. Par exemple, si je vous dis, tiens, ça ressemble à la nuit à Paris photographiée par Brassailles dans les années 30. Si vous avez l'image, eh bien peut-être que quand on va aller se promener dans Martigues cette nuit avec un appareil photo et qu'on va repérer un petit peu de brume qui arrive de la mer à travers les réverbères, on va savoir où on se place pour aller avoir un petit peu cet esprit qu'il y a dans les photos de Brassailles. Connaître ces photos, ça me permet de savoir où est-ce que je veux me placer et quelle histoire je vais raconter. C'est exactement comme quand on gravit une montagne. Vous savez, en alpinisme, il y a des gens qui montent pour la première fois sur une montagne. Ce premier-là, il dit, on peut passer par tel endroit. À tel endroit, il y a une faille, à tel endroit, on peut mettre des crochets, à tel endroit, il va falloir mettre une échelle. Il vous montre la voie. Et ce qui arrive après, le fait de monter sur la montagne est devenu facile. Eh bien, tous les grands auteurs en photographie, tous les grands peintres, tous les grands sculpteurs sont des gens qui nous ont montré la voie. Ne pas les connaître, eh bien, c'est se contraindre à repasser par les mêmes erreurs qu'ils ont faites et perdre du temps. Et le temps, c'est la denrée la plus précieuse de nos vies à tous, les amis. Le temps. Combien de temps avons-nous? C'est la vraie question. Et donc cette histoire, tout ça, c'est une filiation. Chaque photographe influence d'autres photographes. Moi, personnellement, le premier photographe qui a créé la filiation dans laquelle je me trouve, c'est un monsieur qui s'appelait Guy Bourdin, grand photographe français. Guy Bourdin, il a influencé un photographe américain qui s'appelait Tchéko Ledman. Tchéko Ledman a influencé un autre photographe que vous connaissez sans doute qui s'appelle David Lachapelle. David Lachapelle a influencé une photographe que j'adore qui s'appelle Hélène von Unwerth. Hélène von Unwerth m'a, à ma petite échelle, influencé. Et donc c'est cette filiation qui fait qu'au fur et à mesure, nous avons, de l'histoire, chacun a suivi la voie créée par le précédent. Et donc à la fin, on va de plus en plus haut et de plus en plus vite. Et ça, c'est le fait de ne pas connaître la photographie alors qu'on en fait. C'est tragique. Ça veut dire que vous faites quelque chose sans savoir ce qui a pu être fait par d'autres. Et le regard d'un photographe la nuit qui observe et qui dit « Tiens, ça, c'est quelque chose que je peux laisser au monde. » Cette petite chose, ben, c'est magique et ça transcende le temps. Et ça mérite d'être connu. Et si vous faites de la photographie, c'est que vous l'aimez. Et si vous l'aimez, ben, découvrez-la. Et c'est ça, cet héritage. Ben, moi, je vous disais, le lien de filiation de mes photos, Guy Bourdin, Tchéko Ledman et tout le reste, ben, ça donne ce genre de photos. Un peu de couleur prise à Guy Bourdin, un peu de cadrage pris à Tchéko Ledman, un petit peu de délire pris à David Lachapelle, un petit peu de rajout de lumière et d'ombre pris à Hélène von Unwerth. Et tout ça, à la fin, ben, ça fait mes photos. Rien de ce que je fais n'est original. Je suis le fruit de tous les univers vers lesquels j'ai pu aller. Quatrième chose, en photographie, il n'y a aucune règle. Il y a des lois de l'optique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la photométrie, mais il n'y a aucune règle. Et alors, tout ce que vous croyez savoir sur les règles en photographie, vous le devez à ce monsieur. Voilà, alors moi je vois ce monsieur, je ne lui fais pas confiance. Ce monsieur, c'est Luca Pacioli, Luca di Borgo. Luca di Borgo, c'est un moine franciscain qui, comme tous les moines franciscains, avait besoin de prouver que Dieu existe. Parce que ben, c'est le job du moine. Hein, c'est de vous dire, bon, Dieu existe, j'ai la preuve. Alors il a inventé deux choses, Luca di Borgo. Il a inventé la comptabilité, et il a inventé ce que vous connaissez tous sous le nom de nombre d'or. Oh, le nombre d'or. Alors le nombre d'or, c'est ce qui fait que certains d'entre vous pensent que la règle des tiers, c'est un truc super cool. Le nombre d'or, au départ, c'est juste un calcul mathématique d'Euclide, une géométrie, qui permet de calculer facilement un certain nombre de problèmes géométriques, et ça servit à personne à part aux gens qui s'intéressaient à la géométrie ou aux mathématiques. Jusqu'au XIIIe siècle, où Luca di Borgo arrive et dit « je vais utiliser ce truc-là ». Le nombre d'or,
c'est quoi? Eh bien, c'est une proportion mathématique. Et ce qui est génial, c'est que si on se débrouille bien, cette proportion, on peut l'appliquer à tout. Alors, on prend des exemples dont on est sûr que personne ne va dire que ce n'est pas bien. On prend des archétypes. On va prendre le Parthénon d'Athènes. Parthénon, le chef-d'œuvre absolu de l'architecture grecque. Et on va faire un rectangle d'or autour. Et ça va rentrer. Ouais, Dieu existe, il est dans les trucs. On va prendre les pyramides d'Égypte, on va mettre un nombre d'or. Ah, le nombre d'or. On va prendre des œuvres de Botticelli, de Léonard de Vinci, du Parmigiano, du Caravage, de tous les grands auteurs. On va dire, regardez, le beau, il est dans une proportion. Et si cette proportion est belle partout, c'est parce que le doigt de Dieu fait la beauté du monde. Sauf que si on y regarde de plus près, ben on est un peu embêté parce que le Parthénon, effectivement, c'est bien le rectangle d'or, mais il faut prendre les 3 premières marches. Botticelli, il a utilisé le rectangle d'or, c'est vrai, dans une toile qui est la naissance de Vénus, qui est au musée des Offices. Mais il y a un petit souci, c'est qu'on est exactement dans le rectangle d'or si on compte le cadre. Et le cadre, il a été rajouté 3 siècles après la mort du peintre. Sapristi. Et si on regarde toute l'œuvre peinte de Botticelli, on se rend compte que, eh bien, en fait, il n'y a qu'un seul tableau qui réponde au nombre d'or, c'est la naissance de Vénus avec son cadre. Dans toutes les autres peintures de Botticelli, il n'y a pas le nombre d'or. Et alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je me suis amusé, j'ai tapé des mots au hasard sur Google Images, je suis tombé sur une laitue, alors j'ai pris ma laitue, la première photo que j'ai vue, puis après j'ai mis un rectangle d'or, et puis j'ai tourné, puis ma laitue, elle est rentrée dans le rectangle d'or. Il suffit juste de tourner un peu, ça rentre toujours. Et donc le rectangle d'or, vous dites, oui, mais on s'en fout de rectangle d'or. Ben, la proportion de la règle des tiers, c'est la proportion du rectangle d'or. Et une autre chose est venue de cette proportion, ben, c'est la spirale de Fibonacci. Vous tapez spirale de Fibonacci sur Pinterest, vous allez même avoir la photo de Trump vue de côté où on voit la spirale de Fibonacci dans sa perruque. Si vous voulez creuser, allez voir mes vidéos, je vous montre tout ça et je vous explique pourquoi tout ça est absurde. Et vous allez vous dire, oui, mais c'est Natsakura, elle dit ça, mais elle est un peu extrémiste. Alors, puisque vous ne me croyez pas, ben, je vous ai mis le nom des 3 plus grands spécialistes de cette question, qui sont au tableau actuellement, enfin à l'affichage. Tous ces gens-là ont prouvé mathématiquement, scientifiquement, esthétiquement, que cette histoire de nombre d'or, cette histoire de règle des tiers, ça n'est pas vrai. Ça n'est vrai ni dans les œuvres des grands auteurs, ni dans le fait que ça aurait une influence sur le fait que vous trouvez beau ou pas beau les œuvres d'art. Et je vais vous le montrer. On va revenir aux bases, parce qu'en général, je sais que dans les clubs photo, vous aimez bien ce photographe. Cartier-Bresson. En général, alors je sais que quand je cite certains photographes, certains vous dites oui, mais non, il était un peu spécial. Je sais que Cartier-Bresson, en général, ça fait un consensus. Donc je vous ai pris les 2 photos les plus célèbres d'Henri Cartier-Bresson et ben, on va mettre une petite règle des tiers dessus pour voir. Parce que là, vous avez vu, le petit gamin, là, ben, effectivement, il n'est pas au milieu. Mais il n'est pas sur un tiers non plus. Vous dites, oui, mais alors ça, c'est un cas particulier. Bon, on va prendre une autre photo. Ça, vous la connaissez tous, celle-là. Ben là, je suis dans un club photo, on m'a dit qu'il faut cadrer au tiers. Ben, je mets le monsieur qui saute au tiers. Ou le monsieur qui regarde derrière au tiers. À votre avis, il a mis quoi au tiers, Cartier-Bresson? La cheminée. Non, mais il a mis la cheminée au tiers. Là. Bon, j'espère que ça va vous faire cogiter 2 minutes quand même, ça. Dans Henri Cartier-Bresson, le plus grand, le plus beau, le plus génial, le plus intelligent et tout et tout. Il s'est mis là, devant cette scène-là, et il n'a pas cadré le personnage et tout, là où on devrait cadrer. Pourquoi? Parce que la règle des tiers, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. La règle des tiers, elle n'a qu'une utilité. C'est pour amener le photographe à se dire, ne mets pas ton sujet complètement au milieu tel que tu le regardes. Allez, va chercher un petit peu de ligne de force à droite, à gauche. Va chercher des diagonales, va chercher une histoire. Prends du temps. Mais que ça soit au tiers, au quart, au 8e, au 16/9e, ou... s'en fout. Et si vous ne me croyez pas,
Vous allez sur Google Images, vous tapez Henri Cartier-Bresson, vous prenez 50 photos d'Henri Cartier-Bresson, vous mettez une grille dessus, et puis vous regardez si ça marche. Voilà, vous verrez que dans 95% des cas, il ne cadrait pas au tiers. Et en plus, il faisait des ciels cramés, Henri Cartier-Bresson. Suivez mes vidéos, vous verrez. Alors, je vous montre cette photo. Alors, cette photo, si j'avais suivi les conseils, règles des tiers, etc., ben, je ne l'aurais jamais faite. Cette photo, elle est prise à f/25, en plein jour, à contre-jour, et mon sujet, il n'est pas au tiers. Alors, généralement, quand on dit f/25, il y en a toujours qui hurlent. Oui, diffraction! En général, c'est le mot. Diffraction, mot magique. Diffraction! Alors, c'est quoi la diffraction? La diffraction, c'est lorsque la lumière arrive dans un trou trop petit et qu'elle elle se réfléchit de manière très erratique sur les bords du trou. Est-ce que vous connaissez le nom du mouvement photographique lancé par le plus grand technicien de l'histoire de la photographie, qui a inventé le zone system et qui s'appelait Ansel Adams? Le mouvement, c'est quoi F64? C'est un peu plus ouvert ou un peu plus fermé que F25? C'est beaucoup plus fermé. Donc Ansel Adams, il a lancé un dogme photographique qui était qu'il fallait faire des photos F64 pour avoir une profondeur de champ très très grande, voire hyperfocale. Pourquoi il fermait son diaphragme à mort alors que théoriquement, c'est pas bien? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et que, en faisant ma photo à f/25, j'ai deux avantages. Premièrement, ben, je n'ai pas un ciel cramé. Et deuxièmement, j'ai un joli soleil en étoile. Et le problème quand on habite au bord de la Méditerranée, c'est qu'en général, le ciel est tout bleu, il n'y a pas de nuages, et que le ciel bleu, c'est emmerdant. Parce que c'est bleu, il ne se passe rien. Et pour qu'il se passe quelque chose, eh bien, c'est pas mal de mettre un joli soleil en étoile en arrière-plan. Et puis, voilà, il n'y a rien au tiers dans cette image. Même le poteau, il n'est pas au tiers. Voilà. Donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Contre-jour, ah oui, il y a un flash pour éclairer le modèle, bien entendu. Je continue. Le réel n'existe pas. Je vais vous prouver que vous ne me voyez pas. Mais ça va être très simple. C'est de la physique. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez la lumière qui m'éclaire et qui est réfléchie par moi. Qu'est-ce que c'est la lumière réfléchie en français? Un reflet. Vous ne voyez qu'un reflet. Vous ne me voyez pas, moi. Vous voyez le reflet de la lumière sur moi. Et le réel, on peut le transformer à volonté. Allez, je vous montre. Je vous rappelle, une photo comme un film, c'est une image en 2 dimensions. Ce qui est filmé, la réalité, c'est un truc en 3 dimensions. Le soldat nazi, il arrive de l'arrière, il est petit, puis il se rapproche, il est grand. C'est la perspective. Donc, on peut faire apparaître ce qu'on veut. Toutes mes modèles, elles ont des jambes immenses. Pas parce qu'elles ont des jambes immenses, mais parce qu'elles sont photographiées en contre-plongée au grand angle. Par ailleurs, il n'existe ni nuit, ni jour, ni rien du tout. Regardez cette photo. Alors, je vous ai écrit dessous, Bruxelles, 15 heures dans le préau d'un loft. Donc, 15 heures, lumière du soleil. Ah non, cette photo, ben, elle a été prise de nuit. Ben non, entre les 2 photos, il y a 1 seconde. J'ai pris une photo, puis après j'ai pris l'autre photo. C'est moi, photographe, qui décide qu'il fait ou nuit ou jour. Comment je fais? Bien, je rajoute de la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure que photographier, ça veut dire écrire avec de la lumière. Ben, j'écris avec de la lumière. Je veux qu'il fasse jour. Alors ma modèle, hop, elle est dehors, il fait jour, il fait beau. Hop, 2 secondes après, il fait nuit. Pareil. Alors c'est la même modèle. Alors c'est un autre endroit, là c'est à Limoges. Il fait jour ou il fait nuit? On s'en fout, c'est moi qui décide. Comment je fais ça? Eh bien je règle mon appareil photo, je règle de la lumière et je décide d'ajouter ou d'enlever de la lumière. C'est ça photographier. C'est transformer les choses comme on veut les faire apparaître. Imaginez que vous ayez été là ce jour-là. Donc c'est à côté de Montpellier, il fait tout gris, il fait froid, c'est l'hiver, on a mis les manteaux. Mais moi je suis embêté parce que je dois faire une photo pour une robe de mariée et il faut montrer qu'il fait beau, que c'est l'été. Il fait beau et c'est l'été.
Il n'y a pas de Photoshop. Il n'y a pas besoin de Photoshop. Si on revient en arrière, regardez, il y a un flash là, un flash là. Alors en 2 secondes, il suffit de régler son appareil photo pour faire entrer un peu moins de lumière, d'utiliser une balance des blancs très froide pour que tout soit bleu. Donc j'ai une image bleue. Et je rajoute 2 flashs avec des gélatines avec des couleurs réchauffantes. Donc tout ce qui n'est pas éclairé par le flash et qui est loin devient bleu. Le ciel, qui était gris, devient bleuté. Les feuilles des arbres, qui étaient marronasses, deviennent bleu-vert. Donc les feuilles redeviennent vertes. Et ce qui est proche, la jeune fille, le chien et le truc, c'est éclairé par mes flashs, qui sont jaune-orangé. Donc ça donne l'impression que c'est l'été. La vérité de la chaleur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'impression qu'on va donner. Je vous ai dit tout à l'heure, pour donner l'impression, rappelez-vous les petits-enfants, les papillons et tout, pour donner cette impression, on met un artifice. L'artifice, c'est quoi? C'est la création de lumière ou le réglage de l'appareil photo, pour faire croire que c'est l'été. Alors je vous assure que la modèle se gelait, faisait très très froid. Mais pendant 2 secondes, elle a enlevé le manteau, on a fait la photo. Puis après, elle a remis le manteau. Et je vous prends un autre exemple pris dans l'actualité, elle est presque récente. Rappelez-vous, le lendemain du premier déconfinement après le Covid. Allez, on avait dit, ça y est, vous pouvez ressortir de chez vous, vous arrêtez de vous faire des autorisations pour sortir et tout. Et le lendemain, le Figaro a publié cette photo en disant « c'est un scandale, regardez les Français, ils ne respectent pas les distances de sécurité, c'est salaud ». Et il y a cette photo qui est sortie. Effectivement, quand on regarde la photo, putain, les gens ils sont vachement prêts, en plus ils n'ont pas les masques. La même photo prise 2 secondes après par le même photographe. Ça n'est pas une histoire d'objectif. Ça aussi, c'est quelque chose que souvent les photographes vous ne comprenez pas parce qu'on ne vous l'a pas expliqué. Donc c'est pour ça que vous devez lire mes livres. Ce n'est pas une histoire de focale, ce n'est pas une histoire de distance, c'est une histoire de proportion. La distance réelle, on s'en fout, c'est la proportion. Ça veut dire que si vous regardez, dans le premier exemple, le photographe est à 1 unité du sujet et le mur derrière est à 8 unités du sujet. S'il recule, là, la proportion n'est plus que de 3 unités. Donc, proportionnellement, le mur semblera plus près alors qu'il est plus loin. C'est de l'optique. Et donc, ça permet... Je fais partie des gens qui disent les Français, ah, pas bien, il faut... Regardez, ils se comportent mal. Voilà, votez Macron. Ou bien, ah, regardez, les Français sont vachement disciplinés. C'est le même moment, c'est juste un choix de photographie. C'est la même réalité. J'espère que ça vous fait cogiter tout ça, sur le fait de comprendre la photographie. Ensuite, alors ça, je vais aller très rapidement, la retouche n'est non seulement pas une nécessité, mais on peut s'en passer très 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 bien. On n'en a pas besoin. Alors quand je dis retouche, c'est Photoshop. Hein. Le développement, c'est nécessaire, sinon la photo n'apparaît pas. Mais la retouche, on peut s'en passer. Je ne retouche pas mes photos, et mes photos sont exposées dans les plus grands musées du monde, et vous regardez dans des tas d'abribus, vous avez des publicités, c'est mes photos. Je ne les retouche pas. Mais pas parce que je suis quelqu'un de super talentueux, mais c'est parce que juste j'ai appris la photographie comme on l'apprenait dans les années 90. Voilà, alors tu mesures la lumière, tu fais ton cadrage, tu choisis ta distance, tu connais tes lois de l'optique, etc., etc. Donc on peut faire ce genre de photos, sans retouche. Donc là, la modèle a volé un bout du ciel qu'elle tient. En fait, regardez, j'ai fait une photo du ciel, je l'ai fait imprimer sur un tissu, et puis j'ai dit à la modèle, tu tiens le ciel. Pareil, je veux faire une photo. Ce jour-là, ma modèle, on voulait travailler dehors, dans la mer, mais il pleuvait, il faisait très mauvais. Donc on n'a pas pu, on est resté dans le studio. Donc comment faire pour donner l'impression qu'il y a de l'eau, etc. Quand on fait une photographie d'une personne à la piscine, de quoi on a besoin? D'une personne en maillot de bain, de l'eau, d'un bord de piscine, et puis si c'est bien s'il y a une échelle. Parce que souvent dans la piscine, il y a une échelle. J'avais comme ça, parce que moi j'avais juste mon studio. Eh bien alors, je vais vous expliquer comment on a fait. On a pris une bâche agricole avec des parpaings qu'on a mis autour, on a mis de l'eau dedans. On a mis le modèle allongé dans l'eau, en fait il y a 3 cm d'eau. On a pris un morceau de marbre que j'utilise pour faire des photos d'objets. J'ai pris les repose-pieds qu'il y a sous les chaises dans le coin maquillage pour faire l'échelle. Et on a fait la photo, et on a mis des lumières. Et on a fait croire que la modèle était au bord de la piscine. Ce qu'on fait croire en photo, c'est ce qu'on veut. Dès l'instant où on comprend des histoires de lumière et de placement. Je continue. Photographier, ce n'est pas juste prendre en otage les choses. Vous savez, en français, on dit souvent « prendre une photo ». Et
Pour ceux qui me connaissent, je ne dis pas prendre une photo, je dis créer une photo. Ce n'est pas pareil. Prendre une photo, c'est comme prendre quelqu'un en otage. Je prends, j'attrape, je capture. Ou à l'anglaise, je shoot. Moi, je pense que si vous voulez être des photographes qui créent, qui inventent, qui sont en adéquation avec ce que doit être le monde, eh bien, il faut créer l'image. C'est comme une histoire d'amour, il faut créer son histoire d'amour. Si on prend, si on capture, si on vole, si on shoot, bon, on finit toujours par perdre. Ça se cultive, c'est comme un jardin, c'est comme quand on cultive ses tomates. Dialoguer avec la matière du monde, ça permet de faire ce genre de photos. Je vais très vite, ou ce genre de photos. Ou ce genre de photos. Alors moi, je photographie essentiellement des humains, parce que c'est un sujet qui me passionne. Dialoguer avec la matière du monde, c'est se rappeler que tout ce qui nous entoure n'est que de la matière, et que nous travaillons avec quelque chose qui est juste magique, qui est la lumière. La lumière, vous ne la verrez jamais, vous ne pouvez pas voir la lumière. La seule chose que vous pouvez voir, c'est l'effet de la lumière lorsqu'elle rencontre la matière. Regardez, je suis éclairé par la lumière de là, vous ne voyez pas la lumière entre là et là. Vous voyez l'effet de la lumière sur moi. Et si vous dites, oui, bah, quand il y a de la brume en forêt, on voit les rayons de lumière. Non, vous voyez l'effet de la lumière sur les molécules de poussière qui volent dans le ciel. Mais vous ne verrez jamais la lumière. En revanche, on peut travailler sur la matière. Et quand on connaît toutes ces lois de l'optique, on peut faire des tas de choses folles. La modèle est intégralement nue dans cette photo. Ce n'est pas une robe qu'elle porte. C'est de l'ombre. C'est de l'ombre. Elle est totalement nue. Et si vous regardez sur les côtés, vous voyez les bords de ses seins, avec la lumière qui arrive par derrière. Photographier, c'est dialoguer avec la matière du monde, c'est se rappeler que ce qu'on éclaire existe. Ce qu'on n'éclaire pas n'existe pas. Et donc, on peut faire apparaître du noir là où on veut, du blanc là où on veut. Et donc, je vous explique juste cette photo en 2 minutes. La modèle n'est pas peinte en bleu, on a juste projeté une lumière sur elle. Les bananes ne sont pas jaunes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce qui fait que vous voyez une banane jaune, ce n'est pas parce qu'elle est jaune. Elle absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf la longueur d'onde jaune. Imaginez maintenant qu'on envoie une lumière bleue sur une personne portant une perruque jaune. Que se passe-t-il? La personne est bleue et la perruque reste jaune et ne devient pas bleue. Photographier, c'est dialoguer avec la matière du monde et c'est comprendre que le monde est un ensemble de lois physiques qu'on peut capturer et faire apparaître comme on le souhaite. On peut faire ce genre de photos. C'est-à-dire donner l'impression qu'il y a un effet de matière sur une personne. Comment faire ça? Ben, c'est une loi de l'optique. Ça s'appelle la transmission directe. La transmission directe, c'est ce que vous faites quand vous regardez à travers une fenêtre, à travers une vitre. Quand vous regardez à travers une vitre, vous voyez ce qu'il y a dehors. Vous ne voyez pas la vitre. Sauf si vous êtes dans un certain angle où vous voyez les reflets sur la vitre. Mais si votre vitre est bien propre, et que vous vous placez d'une certaine manière par rapport à elle, vous ne voyez pas la vitre. Eh bien maintenant, imaginons que je fasse une photo au-dessus d'une vitre sale et que je mette une femme sous la vitre. Ben, qu'est-ce que je vois? Je vois la femme, les saletés sur la vitre, et pas la vitre. Donc j'imprime de la matière sur le sujet. Sans Photoshop, ça va plus vite, c'est plus joli, c'est plus rigolo. Photographier, c'est laisser quelque chose de soi. C'est dire la chose suivante. Pendant le bref moment, le fugitif moment où j'ai arpenté cette planète, voilà ce que j'ai vu, voilà comment je l'ai vu, et voilà ce que je veux vous montrer. Je vous l'ai dit à tous, le temps est une denrée très rare. Nous ne savons pas le temps qu'il nous reste. Mais nous savons qu'il y a une chose très importante et qui nous dépasse tous. C'est faire quelque chose de plus important que notre simple vie. Manger, dormir, s'amuser. Il y a des choses plus importantes que ça, qui sont de l'ordre de la transcendance, qui sont de l'ordre du « pourquoi on est là, putain ?» Et c'est super important. C'est même la chose la plus importante qui soit. Un jour, le plus tard possible, je l'espère, vous ne serez plus parmi nous.
Et ce jour-là, un de vos enfants, un de vos petits-enfants, dira « Mais elle était comment, mamie? Il était comment, papy ?» Et vous allez vous dire bah, « Papy, il était, je ne sais pas, viticulteur, il aimait bien faire la fête. » Oui, mais ça, je m'en moque. Ce n'est pas ça qui compte, c'est « Il était comment, papy? Qu'est-ce qu'il avait à me dire, papy? » Qu'est-ce que c'est une image? Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, je le vois aussi. Et nous le voyons tous. Vous me regardez, vous voyez tous à peu près la même chose. Et ça, on s'en fout. Ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux qui compte. C'est ce que vous voyez avec votre cœur, avec votre âme, et c'est ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez faire apparaître, ce que vous voulez vous faire croire à vous-même. Ça, c'est ça la photographie. Et c'est ce que vous allez montrer aux autres. Moi, ce que je vous ai montré dans mes photos, ben c'est un matin, je me réveille, j'ai vu une image avec une certaine couleur, une certaine lumière, et elle est dans le secret de ma tête. Personne ne la connaît, même moi, je ne suis pas sûr de la connaître, c'est des images fugitives. Et j'ai envie de vous les montrer, en disant, mais je suis sûr que vous êtes tous pareils, vous vous réveillez le matin, vous dites « Oh, chérie, j'ai fait un rêve cette nuit », et vous avez envie de raconter votre rêve. Et au fur et à mesure que vous le racontez, il perd de sa couleur, de son sens, et il veut de moins en moins dire quelque chose. À la fin, vous vous rendez compte que vous racontez un truc débile. J'étais poursuivi par une grenouille. Mais sur le moment, ça avait l'air tellement vrai, ça vous a fait tellement peur, c'était tellement fort. Mais c'est ça la photographie. C'est essayer de restituer la couleur de vos rêves, la force de vos souvenirs, ces choses qui sont dans le secret de votre âme et de votre tête. Et c'est ça que le monde veut connaître, c'est ça que votre famille, vos enfants, vos petits-enfants veulent savoir. La forme de votre visage, de votre nez, de vos oreilles, on s'en fout. Parce que les photos de vous, ce n'est pas vous. Vous n'étiez pas la même personne physiquement quand vous aviez 2 ans que quand vous aurez 90 ans. Pourtant, c'est toujours vous, la même personne, celle qui a appris à faire du vélo et qui s'est pété la gueule, qui a fait du sport, qui est tombé amoureux, qui a divorcé, je ne sais pas quoi. C'est vous. Mais ce vous à l'intérieur de votre corps, c'est celui-là qu'on veut connaître. Et c'est ça, être photographe. C'est montrer ce qu'on veut montrer, pas ce qu'on voit. Raconter une histoire, laisser une putain de trace derrière nous. J'ai fini. Merci de m'avoir écouté.